Madame, Monsieur, chers amis, bonsoir, bonsoir et bienvenue au Club Suisse de la Presse à Genève. Je suis absolument ravie d'accueillir ce soir au Club Suisse de la Presse à Genève l'association Tchendoukoua Suisse, son président Philippe Vignon, qu'on va bien sûr entendre tout de suite, sa présidente d'honneur, Geneviève Morand, et puis une belle délégation de parrains, marraines et de scientifiques avec les activités récentes de Tchendoukoua. Alors, Tchendoukoua, c'est une association très précieuse, absolument exemplaire, dont l'existence même fait du bien aux êtres humains, à la nature et surtout aux liens entre eux. Elle a été créée en 1997 à Paris par Éric Julien et Tchendoukoua Suisse a été créée l'année suivante en 1998 par Geneviève Morand qui la même année, je l'ai appris récemment, ça m'a bien amusé, a lancé sa fondation Résonance sans savoir que Tchendoukoua signifie justement en langue kogi résonance. Peut-être une anecdote sur laquelle Geneviève se permettra de revenir. Alors Tchendoukoua se met au service des peuples premiers de la Sierra Nevada du nord, de la Colombie et notamment du peuple kogi. Alors elle accompagne diverses initiatives comme la restitution de terres ancestrales au profit des Kogi, mais aussi elle engage des activités de dialogue croisé entre les connaissances ancestrales transmises par ce peuple Kogi et puis le savoir scientifique développé notamment en Europe. C'est dans ce cadre-là que l'an dernier, en automne 2023, une délégation de Kogi est venue en Europe pour réaliser un diagnostic de santé, c'est comme ça qu'on dit, du Rhône, c'est-à-dire prendre des nouvelles de la santé du fleuve Rhône, de la source au delta, en dialogue avec des scientifiques occidentaux. Et Tchendoukoua Suisse s'est occupé d'organiser les étapes suisses de cette aventure. Et Tchendoukoua Suisse est ici aujourd'hui pour présenter une partie du résultat de la restitution de ce diagnostic. À travers notamment 2 courts-métrages documentaires qui sont présentés ici en avant-première. Merci Tchendoukoua pour la confiance et l'avant-première. Et puis j'ai le plaisir de passer tout de suite la parole à Geneviève Morand. Non, d'abord au président. Absolument. Le président, pas d'honneur, mais le président tout court de Tchendoukoua Suisse. Absolument, qui a l'honneur d'être président. Donc Philippe Vignon, je vous passe la parole avec plaisir. Merci beaucoup Isabelle Falconet. Merci à vous de nous accueillir aujourd'hui dans cette enceinte du Club Suisse de la Presse. C'est un véritable honneur pour moi de me présenter à vous, aussi avec beaucoup d'humilité, comme président de la nouvelle version de Tchendoukoua Suisse. Il faut savoir, donc, comme le disait Isabelle, que Tchendoukoua Suisse a été créé il y a près de 25 ans, sous la présidence de Jean-Jacques Liang, mais également de Corinne Fleury. Ils ont fait un travail magnifique d'accompagnement des jeunes au sein principalement de l'école André Chavannes. De l'autre côté, la Fondation Résonance, sous l'égide de Geneviève Morand, avait fait un gros travail aussi d'accompagnement et de communication autour de toutes les activités avec les Kogi. Et donc, je sais devant vous avec beaucoup d'humilité que je me présente, puisque j'ai été élu il y a 2 mois de cela, et on a eu une seule réunion du comité. Donc, c'est avec beaucoup, encore une courbe d'apprentissage importante que je suis là aujourd'hui. La raison de nos présences, on l'a abordé tout à l'heure, eh bien, il y a eu un magnifique diagnostic de santé territoriale qui a été fait avec la première visite, avec cette visite des Kogi qui sont allés du glacier du Rhône jusqu'à son embouchure. Leur vision, leur sagesse, comme toujours, a été extrêmement nourrissante. Vous le verrez aussi dans les films, toujours extrêmement touchant. Je suis moi-même aussi actif dans des actions comme mentor où j'accompagne des entrepreneurs, et très souvent, les Kogi ont cette sagesse de savoir connecter magnifiquement bien le cerveau, le cœur, le corps, et le fait de faire partie intégrante de la nature, ce qu'on a un peu tous oublié. Donc, de ce point de vue-là, je me sens très privilégié de pouvoir accompagner Tchendoukoua et Tchendoukoua Suisse. Sur ce, je passe la parole à Geneviève, cheville ouvrière de la Fondation Résonance et tout ce qui a été fait, et toute la production des films qui ont eu lieu. Et merci à tous. Merci beaucoup. Nous sommes en direct et je salue le public qui nous suit depuis Internet et qui va pouvoir assister à ces 2 heures. Merci d'être venu au Château de Pente, merci au Club Suisse de la Presse de nous accueillir, d'avoir organisé cette conférence. C'est vrai qu'à l'automne 2023,
avoir réalisé ce diagnostic, c'était une première mondiale pour Genève. Vous savez qu'au départ, la volonté des COGI, c'était vraiment de réaliser un diagnostic en Europe sur le territoire genevois. Et puis ensuite, ça a rencontré un tel écho chez les scientifiques et le projet s'est élargi de la source du Rhône au delta. Voici un rappel de quelques étapes. C'est en 2018 que les Indiens Kogi nous ont dit on aimerait vous aider en retour. En 25 ans, 2500 hectares ont été restitués, la majorité ont été régénérés par les Kogi. Et ils nous ont dit, voilà, on aimerait venir vous aider en retour. Un prototype a été fait dans le Diois. En 2019, on a invité Judith Nuvita, qui est une femme dentiste, qui a la double culture scientifique et traditionnelle Kogi. Ensuite, en 2020, on a 60 dirigeants qui se sont inspirés des principes du vivant pour mieux manager. En 2021, un colloque à la Fondation Brochet pour préparer le diagnostic et qui a réuni une cinquantaine de scientifiques. Ceux qui ont participé s'en souviennent, ça a été vraiment 3 jours extraordinaires. Et là, on aimerait vraiment remercier l'Université de Genève d'avoir mis à disposition cet endroit absolument hors du commun à Genève. Et puis en 2022, on a eu la publication de 2 livres d'Éric Julien, À l'aube de la pensée, qui est un livre très interpellant puisqu'il a rencontré la famille qu'il avait sauvée il y a 35 ans. Il a mis 35 ans pour les retrouver. Il ne savait pas où ils étaient. Et en fait, cette famille est gardienne de la mémoire du monde, du placenta du monde. Tout en haut, où ils sont pieds nus, en chemise, enfin, dans leur habit traditionnel. Mais en fait, il fait très, très froid là-haut. Et il les a revus et il a écrit ce petit fascicule qui est assez étonnant. Ensuite, il y a eu la publication aussi de Kogi, le chemin des pierres qui parlent, à Actes Sud. Et juste vous dire que je crois qu'il est à plus de 3000 exemplaires vendus, ce qui veut bien dire qu'il y a une soif énorme d'essayer de voir comment d'autres civilisations voient la Terre et se relient au vivant. Enfin, en 2023, 6 scientifiques, dont l'hydrologue Emma Aziza et Cédric Villani, ont été en fait en Colombie. Et là aussi, ça a été extrêmement important ce voyage pour préparer le diagnostic. Et puis, une conférence de restitution au MEG qui a fait salle comble avec 300 personnes. C'était aussi assez étonnant. On est vraiment extrêmement suivi en Suisse romande depuis 25 ans que l'association Chendukwa est active en Suisse romande. Et puis, l'association suisse travaille bien sûr en étroite collaboration avec la France et Chendukwa France et Chendukwa Colombie. Aujourd'hui, comme nous sommes en direct, on va... le but aujourd'hui, c'est de vous présenter en première mondiale les 2 premiers films qui ont été réalisés. Alors, on les montre dans un objectif aussi, vous verrez, on se réjouit beaucoup de vos commentaires après, mais ces films sont assez interpellants. Et l'objectif, enfin, c'est de faire une tournée de conférences en Suisse romande. Parce qu'il faut comprendre que le diagnostic, ça a été un dispositif intime. Parce que pour parcourir le territoire, il y avait juste les scientifiques présents, que je vais vous présenter tout à l'heure, et il y avait les COGI, 5 COGI et 5 scientifiques. Donc c'était un comité extrêmement réduit. Mais on a eu la chance de capter le diagnostic et on ne savait pas du tout si ça allait fonctionner à l'écran. Donc vous en serez juge tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous dire qu'on est à disposition, l'équipe du comité, l'équipe des scientifiques, pour aller faire des conférences là où vous le jugez bon. Et puis Gilles Mühlhauser, directeur de l'Office cantonal de l'eau, et toi, ma chère Claire Laurent, ethnobotaniste,
ont déjà participé à plusieurs conférences en France et en Suisse, et ils vous parleront aussi de l'écho que ça a et des perspectives qu'ils voient pour la Suisse. Je leur laisserai bien sûr sur ces thèmes-là la parole. Voilà, tout est en ligne sur le site chendukua.ch. Vous allez dans le calendrier, il y a accueillir une conférence, et là vous avez toutes les indications. Vous pouvez remplir le mieux et de remplir un formulaire comme l'a fait Enrique, parce que comme ça on reste en lien, et puis comme on est aussi des bénévoles dans l'association, on peut mieux vous servir si vous remplissez le questionnaire. Merci de votre compréhension. Sans plus tarder, pour ceux qui nous regardent en direct, nous allons voir le premier film, qui est le film sur le glacier du Rhône, qui dure 10 minutes. Ensuite, j'appellerai Claire et Gilles pour qu'ils vous parlent un peu déjà de leur première restitution et de cette expérience. Et ensuite, on enchaînera sur le deuxième film au CERN. Et à ce moment-là, j'appellerai Michel Léonard, François Duval et Béatrice Milbert à nous rejoindre sur scène. Quel est votre regard sur notre monde? Un fleuve est-il vivant? Feliz de venir y lograr visitar este lugar, pero a la vez triste porque la madre se está yendo y no tengo más palabras porque muy triste. Nous voici au début d'une aventure qui va nous emmener du glacier du Rhône au cœur de la Suisse à son embouchure en Camargue, voire même bien plus loin, autour de l'île de Beauté, la Corse. Nous partons dans un voyage à la croisée des savoirs, un cheminement entre deux mondes, celui de nos scientifiques européens et celui de nos invités. Descendants de la civilisation précolombienne Taironas, la société Kogi est l'une des rares sociétés au monde héritière de 4000 ans d'histoire et de connaissances non interrompues. L'objectif du voyage, croiser les regards et découvrir l'état de santé du fleuve roi de l'Europe, le Rhône. Dans ce premier jour de diagnostic, les Kogi vont échanger autour du glacier du Rhône, en Valais, avec plusieurs acteurs et scientifiques du lieu, dont Ernst Zürcher, ingénieur forestier et docteur en sciences naturelles, et Gilles Mühlhauser, chef de l'Office de l'eau du canton de Genève et membre du comité des initiatives internationales pour l'avenir des grands fleuves. Je m'appelle Claire Laurent et Gilles Mühlhauser, sous vos applaudissements. Gilles Mühlhauser est bien sûr directeur de l'Office cantonal de l'eau, ça sera corrigé. Voilà. Vous avez participé à ce diagnostic. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce film? Est-ce qu'il est bien restitué ainsi? C'est très émouvant parce que le moment était déjà très, très émouvant, très fort. En fait, on a perçu la tristesse des Kogi face à l'état du glacier. Et c'était palpable. Donc, effectivement, ça nous renvoie dans ces moments très forts et puis face à l'urgence aussi de la situation et de transmettre leur message. Pour ma part aussi, beaucoup d'émotions. Je trouve que de recevoir des sagesses ancestrales, des gens qui lisent le territoire, alors que nous, on prétend le faire avec nos méthodes scientifiques depuis, pour moi, 40 ans de carrière. Je travaille au département du territoire. De les voir parler de notre territoire alors qu'ils débarquent ce jour-là, c'est d'abord de les voir sur le fond des montagnes. Je ne sais pas si vous avez repéré toutes les montagnes qu'il y avait dans le fond des horizons derrière la caméra. Le Weisshorn, le Mont Rose, donc d'avoir les Kogi au milieu de notre château d'eau, mauvaise terminologie, c'est très émouvant, et puis de les entendre lire le territoire comme ça. Évidemment, avant de les recevoir, on imagine plein de choses, on imagine qu'ils vont nous dire des tas de détails, mais ils nous redisent des choses essentielles qui nous permettent à nous, évidemment, de reconnecter avec une hauteur de vol qu'on perd d'habitude dans les choses du quotidien, on va dire comme ça. Et je trouve que déjà le diagnostic croisé amène
cet ajustement dans la hauteur de discussion. Gilles, vous avez mis à disposition de ce projet beaucoup de votre temps. Vous êtes aussi très actif dans l'initiative des grands fleuves, avec Eric Orsena par exemple. Mais cette démarche sur le territoire suisse avec les Kogi, est-ce que ça vous a fait découvrir de nouvelles perspectives? Comment ça enrichit votre réflexion qui est déjà très avancée sur ces enjeux fondamentaux? Alors, moi je pense qu'il y a une chose importante qui est dite ici, mais qui est en filigrane et qu'il faudra redire autant de fois que nécessaire à tout le monde. Il y a un lien très important au sein d'un bassin versant, évidemment, entre la tête du bassin et l'embouchure du bassin, donc entre la tête et les pieds. Donc la métaphore corporelle, elle aide à comprendre ces éléments-là. Mais très souvent, quand on va à l'étranger, toute la logique des fleuves nous ramène sans arrêt à ce dialogue qu'il doit y avoir entre l'amont et l'aval, entre la rive droite et la rive gauche, entre la ville qui est en amont, la ville qui est à l'aval, etc. Donc on est sans arrêt vraiment dans la culture Kogi, parce que j'arrête pas de lire depuis qu'on a fait le diagnostic, j'essaie de me renseigner un petit peu, qui est vraiment le dialogue entre deux polarités. Donc il y a sans arrêt deux principes qui sont en dialogue. Et quelque part, le fleuve est la métaphore de ça. Et les Kogi le redisent, il est très important, alors qu'on est en pleine montagne, de ne pas oublier la mer. Et quand on est en Camargue, est-ce qu'on oublie un petit peu le glacier? Des fois, il y a cette logique-là. Et dans l'initiative pour l'avenir des grands fleuves, quand on est au Bangladesh, que les gens du Bangladesh subissent les grandes inondations du Brahmapoutre ou bien le manque d'eau dû au Gange parce que les Indiens ont fait un barrage juste avant la frontière, on est dans ce défaut de solidarité entre le Bangladesh, la Chine, l'Inde, etc., même si on est sur deux pays qui ont décidé d'accorder la personnalité juridique au Gange, par exemple, ce que nous, on n'a pas fait. Et moi, il se trouve que je suis à l'initiative pour l'avenir des grands fleuves grâce au Rhône, puisqu'il leur manquait un Suisse, et que, évidemment, avant d'aller donner des conseils au reste du monde, si les Suisses et les Français, on n'est pas capables de parler ensemble du Rhône, évidemment, on fait mieux de rester à la maison tant qu'on n'a pas fait dialoguer nos polarités. Vous nous avez même fait remarquer qu'il n'y a pas de carte du Rhône entière. Il y a des cartes du Rhône en Suisse et en France, mais pas de tout le Rhône. Effectivement, oui. Claire, vous avez beaucoup travaillé avec des peuples indigènes au Mexique. Participer à ce dialogue sur le terrain en tant que scientifique occidental et avec des Kogi, quelle a été cette expérience pour vous? C'est un moment que j'attendais depuis longtemps parce que le dialogue n'est pas simple. Imaginez quand même 500 ans que ce sont des peuples qui subissent des sévices, qui sont poursuivis, etc., etc. Tout d'un coup, ils décident, eux, de faire le pas pour initier ce dialogue. Donc ça, c'est tout à fait incroyable, au-delà, effectivement, de tout le contexte, et pour faire passer un message de paix, exactement. Faites la paix en vous-même, faites la paix avec la nature, et ce sera les solutions en fait pour aller mieux. Donc j'ai été personnellement très bouleversée de pouvoir participer enfin à ce type de dialogue parce que je le pensais quasi impossible en fait. Pour l'association Tchendoukoua France et Suisse, votre implication est vraiment spectaculaire parce que vous avez participé activement à la préparation de ce diagnostic, à sa réalisation, et maintenant vous êtes également engagé dans le faire connaître. On ne va pas y arriver tout seul, on va y arriver ensemble. C'est un des messages des Kogi. Ils nous ont dit 3 choses. Ne déterrez pas vos morts, mais comme on a été à la cathédrale de Lausanne, on a vu que les morts étaient déterrés, donc ils ont dit commencez à leur parler. Ensuite, trouvez les indigènes qui sont en charge depuis des années et des années, des générations du territoire.
Et troisièmement, travailler ensemble. Donc c'est pour ça qu'on se donne 2024-2025 pour aller essaimer un peu partout. Est-ce que vous pouvez parler de ce qui s'est passé au Bucolique et dans les conférences de restitution auxquelles vous avez déjà participé en France et en Suisse? Alors, c'est vrai que nous, dans notre approche, et c'est peut-être ça le lien avec l'aspect scientifique occidental, c'est vrai que j'ai une formation scientifique en tant que biologiste, j'aime bien construire les briques de mon savoir, être évalué sur des choses sur lesquelles mon professeur, qui en sait plus que moi, pourra me dire si je me trompe. Et en l'occurrence, plus on avance dans la restitution de ce qu'on a discuté, dialogué avec les Kogi, moins la synthèse qu'on peut faire, point 1, point 2, point 3, point 4, mettons, ne devient pertinente. C'est-à-dire que dans l'approche Kogi, et les conférences d'ailleurs de Chenduku à France sont organisées aussi comme ça, il y a une série de témoins avec ceux qui font le lien avec le diagnostic, plus des partenaires extérieurs qui viennent interroger de ce qu'ils imaginent. Et en fait, on tire un fil. Et en tirant un fil, on commence à faire dialoguer des polarités, à franchir en fait un niveau de conscience. Moi, il y a des choses sur le terrain, en ayant eu peu l'occasion de discuter en kogian avec les Kogi eux-mêmes. Mettons, je les apprends aujourd'hui, 9 mois plus tard. Alors, peut-être 9 mois, c'est pas un hasard, hein. Mais il y a des choses dont on prend conscience, justement en tirant ce fil, en partageant avec les collègues, en variant les témoignages, etc., en jouant sur les résonances entre les mots. Et je le dis, et c'est sympa que le réalisateur ait choisi de parler de vocabulaire. Je pense que c'est valable dans tous les domaines, de la science, de la gouvernance politique, au sens politique public dans mon métier, mais aussi en poésie et en manière de rendre compte du territoire. Le vocabulaire est important. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on entre dans les 2 ans qui viennent dans une manière de créer notre langage commun, d'éprouver est-ce que le vocabulaire occidental, le vocabulaire scientifique peut accepter des métaphores liées à la santé territoriale. Est-ce que nos collègues de l'aménagement du territoire sont capables d'entendre quand on leur dit que ce point-là est pour les Kogi un point sacré, mais peut-être pour nous un point d'énergie. J'étais récemment encore, justement, avant une conférence dans les Hauts-de-Seine, à discuter avec un collègue directeur général de l'administration des Hauts-de-Seine. Il dit comment je peux faire pour prendre en compte le message des Kogi dans un territoire qui va de la Défense au bord de la Seine, qui est une ville qui a été complètement reconstruite sur le patrimoine précédent. Et bien là, il y a des points d'accès au socle territorial qu'on n'a plus. Donc je leur ai dit, mais repartez de la Seine, repartez du fleuve, repartez de l'endroit où il y a encore, entre guillemets, l'information, et puis faites comme nous on fait à Genève, de la renaturation. Vous renaturez les affluents et vous remontez dans votre territoire pour redonner évidemment des points d'énergie. De le dire comme ça, dans le contexte de ce qu'on vit ce soir, ça va, mais de le dire à un élu de but en blanc, il va me dire qu'est-ce que tu as pris comme substance, hein. Donc voilà. Mais je pense que le vocabulaire, il est complètement assimilable chez nous. Voilà. Claire Laurent. C'est un enjeu incroyable de pouvoir faire dialoguer 2 modes de pensée qui sont totalement opposés. Et justement, comme le disait Gilles, de construire un vocabulaire en commun, c'est déjà de faire un pas vers l'autre et un pas de compréhension des différences. Claire Laurent, vous parlez espagnol. En plus, vous avez traduit et vous allez traduire toute la captation parce qu'on a tout capté. Donc c'est un travail immense de tout retaper, de tout traduire. Et vous le faites avec une rigueur absolument absolue et votre connaissance immense des peuples indigènes et de l'espagnol. Qu'est-ce que ça vous fait d'entrer aussi profondément dans ce diagnostic en ayant vraiment la saveur de chaque mot prononcé ? C'est assez fascinant, effectivement, parce que d'abord, on peut écouter de l'extérieur, se mettre à traduire de l'extérieur, et puis en fait, d'avoir participé, de connaître ces modes de pensée, ça me permet d'entrer beaucoup plus profondément dans la compréhension de leurs concepts,
Effectivement, c'est très, très, très fascinant, très émouvant. Je vous propose d'enchaîner sur le deuxième film, sachant qu'aussi Gilles devra nous quitter à 18h30, mais on lui redonnera la parole après le deuxième film, pour ceux qui sont en ligne. Et on se retrouve dans 18 minutes. Merci Tobias. J'aimerais aussi souligner l'excellente qualité des images du réalisateur, Michael Lez, qui nous accompagne, toutes les associations de Chendoukoua depuis de nombreuses années, et qui fait un travail remarquable. Comment se construit le savoir d'une société? Pourquoi je sais ce que je sais? Puis-je et dois-je le remettre en question? Si j'étais né Kogi, j'aurais bien aimé devenir scientifique Kogi. J'aurais appris sûrement plein de choses par rapport à ce que je connais. Bienvenue au cœur d'une rencontre improbable. Vous allez découvrir un moment hors du temps où deux cultures au premier abord opposées ont accepté de faire un pas l'une vers l'autre. Notre élite scientifique du laboratoire de recherche international, le CERN, a ouvert ses portes à des hôtes peu habituels. Descendant de la civilisation précolombienne Taïronas, la société Kogi est l'une des rares sociétés au monde, héritière de 4000 ans d'histoire et de connaissances non interrompues. Deux regards diamétralement différents, mais un point commun, la nature et ses mystères. Bienvenue au CERN, l'un des plus grands et prestigieux laboratoires scientifiques au monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l'univers. Ici, les physiciens appréhendent les lois de la nature. J'appelle François Duval du CERN. C'est grâce à lui que nous avons pu aller au CERN. Je remercie le CERN de nous avoir autorisés à filmer et surtout à diffuser ce qu'on a filmé. C'est vrai que la qualité du dialogue est tellement présente, on peut l'applaudir. J'appelle aussi Michel Léonard, professeure en système d'information de l'Université de Genève, et Béatrice Milbert, si elle veut bien nous rejoindre. Et puis, comme Gilles, tu dois nous quitter, on va peut-être en profiter pour faire une photo de famille, parce que j'ai découvert qu'on n'avait pas de photo de tous les gens. Si Claude Curchot veut aussi nous rejoindre, et Philippe Vignon, on va faire une photo. Philippe vient aussi, puis on va faire une photo. Venez devant, Claire et Gilles, viens devant. Venez devant les tables, peut-être, c'est mieux. Par là, voilà. Qu'on se mette avec le ballon. Voilà, non, ça, voilà. Devant, viens en milieu, voilà. Super, Claude aussi, à côté. Voilà, superbe. Voilà. On serre encore un peu. On serre un peu. Merci de votre gentillesse d'accepter ça. Mais c'est vrai que c'est important de documenter ce qu'on fait. Voilà. Je ne sais pas, Gilles, avant de... Il est quelle heure? On a le temps? 6h moins 2. Est-ce que tu veux... Viens aussi, Claire. On est tous là. Voilà. François, peut-être je vais te passer en priorité la parole. Viens ici, il y a une chaise, Claire. Concernant ce film que tu vois pour la deuxième fois, qu'est-ce que ça a été pour le CERN d'accueillir cette rencontre improbable? Alors évidemment, bonsoir d'abord. Évidemment, c'est pas habituel ce genre de communication au CERN. Vous avez pu voir les gens qui étaient un peu désarçonnés ou ébahis. Bon, on a eu des réactions tout de suite après, ce que vous avez vu dans le film. Après analyse et après avoir discuté avec mes collègues, on s'aperçoit, enfin la leçon technique qu'on peut en tirer, c'est que
au CERN et dans le monde occidental ou le monde, ce qu'on va dire, civilisé, entre guillemets, on fait confiance à nos machines. Et on a perdu l'observation directe. C'est très clair pour les plus vieux d'entre nous quand vous regardez la médecine. Aujourd'hui, un diagnostic qui se fait avec un IRM, une radio, une analyse de sang, etc., etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a encore une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, les vieux toubis de campagne qui, eux, savaient poser un diagnostic. Alors, bon, évidemment, il n'était peut-être pas aussi fiable que celui d'aujourd'hui, mais savaient poser un diagnostic sans avoir telle et telle machine pour trouver des paramètres et des choses comme ça. Et grosso modo, entre nous, après en avoir discuté, c'est ça la leçon de la discussion. C'est-à-dire qu'eux, ils vivent dans leur milieu, ils l'observent et ils ont que ça, pour ainsi dire, mais ils le font très bien. Et nous, on a perdu ce genre de choses. On fait confiance à nos machines, à notre technologie, et on perd le contact avec la nature, l'observation et les choses comme ça. Merci beaucoup. Professeur Michel Léonard, quand vous voyez une telle rencontre, qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, je voudrais dire que quand j'ai vu ce film, j'ai trouvé que mes collègues physiciens étaient vraiment des personnes incroyables. J'entends par là que quand on est scientifique de haut niveau, on est effectivement pris par ce qu'on recherche. Et on n'a pas forcément, comme vous le dites si bien, la possibilité d'avoir le contact avec le vivant. C'est quand même des choses très abstraites qu'on travaille. La plupart d'entre nous qui travaillons comme cela, et comme vous l'avez pu le voir, enfin moi j'ai senti, ça m'avait beaucoup ému de mes collègues physiciens qui étaient à l'écran, on a vraiment le sentiment qu'on travaille pour l'humanité. C'est clair, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les Kogi, tels que je le comprends, leur science, et je comprends à travers beaucoup Éric Julien, ce n'est pas une science holistique, comme on dirait si bien. C'est une science qui met tout de suite au centre le vivant et ne le lâche pas. Ce qui fait que, tel que je le sens, c'est très différent de ce que nous avons entre des découvertes de sciences fondamentales et ensuite la technologie. Et ensuite des entreprises qui utilisent les connaissances scientifiques pour faire des choses dont on sait que maintenant elles risquent de nous conduire à la catastrophe. Comme tu l'as dit, je suis dans le digital et c'est un endroit d'observation incroyable qui me permet de voir ça. Mais vraiment, vraiment, un coup de chapeau à vous, les scientifiques du CERN, d'avoir participé à cet échange. Parce qu'on peut en faire, on peut progresser grâce à vous. Béatrice Milbert, vous êtes docteur et aussi spécialiste de l'eau, même du 4e état de l'eau. Vous avez participé et au glacier du Rhône et à la visite du CERN. C'était un immense honneur pour moi d'avoir été en capacité de venir à ces rencontres. C'est vrai que c'était déjà une véritable aventure de grimper au sommet du glacier du Rhône. Enfin, pour moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Et je me suis sentie extrêmement honorée d'assister à cet échange au CERN. D'abord parce que j'adore la physique quantique et que c'est voilà, il y a énormément de choses à découvrir encore. C'est des domaines qui sont passionnants aussi, même du côté de la médecine. Et je dois avouer qu'il y a eu un moment extrêmement important dans cette rencontre où ils ont parlé de l'eau. Et de l'eau comme, j'ai envie de dire,
j'attendais, comme disait Claire tout à l'heure, j'attendais cette rencontre, j'attendais cet échange. Et quand ils ont dit l'eau est l'intermédiaire entre toutes les potentialités de l'univers et la matière, j'ai trouvé juste ce moment exceptionnel. Parce qu'effectivement, pour nous, on est en train de redécouvrir l'importance de l'eau au niveau de notre corps humain. Le fait qu'effectivement, souvent, on donne énormément de médicaments, on donne énormément de chimie, et que finalement, notre organisme peut répondre à des solutions beaucoup plus légères de l'information grâce à l'eau. Effectivement, l'eau est le constituant principal du corps humain, et grâce à cette eau, effectivement, nous pouvons aller, j'espère aujourd'hui, vers une médecine différente. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé au glacier du Rhône? Parce que vous avez fait votre thèse en médecine. D'abord, vous étiez artiste, puis vous avez fait une thèse en médecine, hein, oui. Juste pour situer. Et quand vous étiez tout en haut du glacier, en redescendant, en fait, il y avait sur un glacier, il y a ces milliers de petits microscopiques... Oui, je vois très bien de quoi tu veux parler. Et tu as fait précisément, vous avez fait votre thèse sur ce thème-là, des microcapillaires dans la tête. Voilà, en fait, dans le cerveau. Je n'ai pas fait ma thèse là-dessus, mais c'est un élément extrêmement important pour moi en thérapie actuelle. Je suis spécialisée dans la maladie de Lyme et je vois énormément de gens qui ont des difficultés au niveau du cerveau, des problèmes cognitifs, des problèmes de concentration, des troubles de mémoire. Et je travaille beaucoup, effectivement, sur cette microcirculation avec, par exemple, le professeur Routier par rapport au TEP-scan DFG à Henri Mondor. Et c'est vrai que c'est ces zones qu'on essaye de refaire vivre chez ces personnes, parce qu'on voit au TEP-scan, effectivement, des zones d'hypométabolisme circulatoire où on voit que, effectivement, les gens perdent leur capacité cognitive. Et j'ai un peu ma spécialité, c'est la récupération de ces cerveaux. Et donc j'ai eu la chance de redescendre avec la chamane Kogi, et à un moment donné, donc on se donnait la main, parce que moi j'avais quand même beaucoup de mal à monter déjà, mais à descendre c'était encore plus difficile. Et puis on a parlé de la circulation de l'eau, des petits capillaires. Et à un moment donné, elle me dit, vous savez, les petits capillaires, c'est l'équivalent de toutes ces petites rivières, de toutes ces petites rigoles. Et nous, en tant que Kogi, c'est cette eau-là que nous apprécions, parce qu'elle a une très grande pureté. Voilà, on échangeait comme ça sur des choses tellement qui étaient un peu aux confins de nos connaissances. Et ces échanges étaient juste extraordinaires. Et je ne vous remercierai jamais assez d'avoir organisé ces rencontres. Merci. Et ce qui était frappant, c'était de voir la route couper en fait tout ce réseau de petits ruisseaux, et cette eau après part dans les égouts. Enfin, c'est absurde. Gilles Mulhauser, vous n'étiez pas au CERN, mais vous avez vu plusieurs fois ce film. Qu'est-ce qui vous inspire? Quand j'entends le physicien nous dire qu'il reçoit la connaissance Kogi comme un poème, ça me rappelle un de mes conseillers d'État qui m'a dit à une séance un jour où on devait être sérieux, on n'est pas là pour faire de la poésie. Et je n'ai pas eu la répartie à ce moment-là de lui dire « et pourquoi pas ?» Et je pense qu'on aurait dû se permettre un moment de poésie avant de prendre les bonnes décisions. Et c'est ce que font les Kogis, c'est qu'à un moment donné, on doit échanger, on doit faire sortir une partie, on doit verbaliser un certain nombre de connaissances et de savoirs pour ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions. Et puis évidemment, ce que les Kogis nous disent et ce que vous avez dit également, moi je bois du petit lait, si j'ose dire, ou de la bonne eau, plutôt, plus précisément, c'est que on essaye, nous, d'emmener, en fait, dans un programme de sensibilisation nature, un maximum d'enfants, en fait, dans la nature. Et je ne vous dis pas comme c'est difficile. Je ne vous dis pas, aujourd'hui, on discutait concrètement de la coupure des subventions fédérales dans ce domaine-là. Donc, tout à coup, on doit travailler avec, je ne sais pas, un demi-millimètre d'autoroute en moins. Hein, c'est à peu près ce que coûte l'économie de 1 million de francs pour subventionner la sortie de tous les élèves de 5e primaire
2 fois dans l'année et en fait dans la nature. C'est juste pour vous dire le manque de prise de conscience qu'il y a encore sur le fait que c'est important de continuer à aller observer le terrain, d'aller dans les fermes, voir comment un animal, ça réagit, comment ça nous parle, comment ça communique. Et ces choses-là, évidemment, dans un système urbain, on en est spécialement coupé, comme les petits cours d'eau sur le col en fait, de la Fourca. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on réussisse à réorganiser, mais maintenant, c'est un des enjeux de ce diagnostic. La plupart du temps, les Kogi nous ont dit, maintenant, toi, Gilles, tu as une responsabilité de faire fermer la grotte aux fées. Tu as la responsabilité d'expliquer au Conseil d'État valaisan qu'il faut couper le col du Grimsel et de la Fourca, parce que c'est comme si on avait les carotides qui étaient un petit peu prises par du dur. C'est là où maintenant la traduction va devenir effectivement difficile si on veut prendre nos responsabilités, ne pas mettre les antennes 5G sur les points sacrés, etc. Là, il y a vraiment un gros challenge, mettons, d'organisation de notre territoire. Et une des propositions des Kogi, précisément pour sauver les glaciers, c'est de faire diminuer l'ébullition de nos cerveaux et de refroidir nos cerveaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions? Oui? Alors, comment est-ce qu'on fait? Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous Isabelle. amène le micro. Qui avait... D'accord. En tout cas, bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour tout ça. C'est magnifique, ce témoignage, cette rencontre. J'avais une question qui m'a frappé, c'est à la fin du premier film. Le film, il finit avec une phrase qui disait à peu près que savons-nous des glaciers, de leur importance, leur rôle? Certainement pas grand-chose. Et là, je me pose la question, est-ce que nous avons loupé certaines connaissances? Est-ce que c'est vraiment, on a loupé, ou est-ce plutôt des intérêts différents qui priment par rapport à ces connaissances et qui nous poussent à faire des choses qui sont apparemment incohérentes par rapport à cette importance, ce rôle des glaciers par rapport à ce qu'on a vu dans le film? Alors, bon, vous avez vu, les Kogi nous disent qu'eux, ils ont 9 cercles, hein, et ça peut travailler en spirale. Donc, je suis même pas sûr d'être entré dans le premier cercle. J'ai 60 ans. Je crois comprendre la problématique des fleuves ou des glaciers d'une certaine manière. Et derrière votre question, je suis pas sûr de pouvoir y répondre parce que les Kogi nous ont dit comment vous allez faire pour éviter que les glaciers disparaissent. Là-dessus, on n'avait pas forcément de réponse. Après, évidemment, on prend une responsabilité de niveau universel. Quand on dit qu'il faut absolument protéger les châteaux d'eau de tous les continents, je pense que ça nous donne vraiment une mission avec eux. Hein, pas une mission de conservation de la nature, mais une mission de conserver ce qui, depuis la tête d'un continent, informe tout le continent. Et j'en viens à vous dire combien humblement je ne sais rien. Quand aujourd'hui, dans mon jardin à Genève, je trouve une pierre qui a été amenée par le glacier du Rhône il y a 10 000 ans, et que je ne sais pas d'où elle vient en Valais, parce que je suppose qu'elle vient du Valais, qu'est-ce que je sais des glaciers? Mais probablement même pas presque rien, mais rien du tout. Pourtant, cette pierre, elle est dans ma cave, elle a peut-être des informations, comme le disent les Kogi, qui sont importantes pour ma vie au quotidien, mais je suis incapable de l'écouter, incapable d'en faire quoi que ce soit. Et pourtant, cette pierre, elle me parle. Enfin, quand je vous fais... J'ai creusé ma cave en rénovant ma maison, j'ai au moins, mais, je sais pas, 12 types de pierres différentes qui ont des choses à me dire. Je ne peux rien en faire. Et ça m'intéresserait énormément, évidemment, de pouvoir les lire, discuter avec elles, refaire venir les mamous, et puis de discuter qu'est-ce que ces pierres peuvent nous dire des glaciers, par exemple. Voilà, c'est juste pour vous dire, on est vraiment très faible, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait répondre à monsieur, ou est-ce qu'on prend une autre question? Il me semble que j'avais vu une main se lever. Alors, Boris. Je suis un fan inconditionnel de Geneviève Morand et j'ai beaucoup de tendresse pour les Kogi, surtout depuis que je les ai découverts grâce à Geneviève.
au salon le plus improbable d'une banlieue parisienne. Je ne sais pas si tu te rappelles. Absolument. Par contre, je ne sais pas si notre amitié, que je crois indestructible, va survivre à la question que je vais poser. Est-ce que dans le prochain film, en su du trio ou carteron du CERN et de la délégation Kogi, on ne pourrait pas introduire 2 personnages ou 3 qui mériteraient d'être entendus dans ce contexte, c'est-à-dire Galilée, George Arnaud Bruno et tous ces gens qui ont quand même défié de manière pas très œcuménique, sauf lorsque leur tête, sauver leur tête était l'enjeu, ces gens que les Galilées défiaient étaient quand même nos références sacrées à nous, avec la rhétorique sacrée à nous, les lieux sacrés et la vision sacrée. Donc, il ne faudrait quand même pas jeter aux orties une certaine exigence scientifique sans vouloir rabaisser ou humilier les peuples que Claude Lévi-Strauss aimait tant. François Duval, puis Michel Léonard. Alors, là, on ne va pas refaire toute l'histoire de la science, mais la science, c'est un voyage. Donc, au cours du temps, la science est passée par différentes étapes. Alors, les personnages que vous citez étaient des pièces clés de chaque étape que vous avez citée. L'objet du film qu'on a vu, c'était de faire le point entre les connaissances d'aujourd'hui sur la matière et les comparer avec les connaissances des Kogis. Donc effectivement, tout ce que vous dites est vrai et louable et on le défend aussi, mais ce n'était pas tout à fait l'objet de la rencontre. Donc faut pas les opposer, quoi. C'est juste ce que je veux dire. Mais effectivement, ouais. Intact, mon cher Boris. Et c'est 4000 ans de tradition ininterrompue, les Indiens Kogi. Professeur Léonard. Oui, merci. J'ai souvent entendu les Kogi, et notamment je ne sais plus comment le gouverneur, Arregoses Conchacala. Dire qu'il ne s'agit pas d'opposer ces 2 sciences. La question, c'est qu'ils s'y prennent d'une toute autre manière pour trouver des savoirs durables. N'oublions pas. La transmission des connaissances entre eux se fait d'une manière orale depuis plus de 4000 ans. Et non seulement ça, elle se fait parce que tout le monde n'est pas, comment ils disent, Saga et Mama. Donc il y a une transmission intergénérationnelle qui se fait, et il y a une transmission qui se fait, qui donne, à mon sens, une unité dans le peuple Kogi qui dure depuis 4000 ans. C'est-à-dire que ces connaissances ne sont pas exclusivement aux mamas, attribuées aux mamas qui les conserveraient. Non, ils ont ce qu'ils appellent les nuées, où ils travaillent ensemble, dans tout le monde, y compris pour la prise de décision. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est autre chose. C'est ça qui est surprenant, c'est une autre manière qu'ils s'y prennent. Le silence, c'est important pour arriver à savoir, ça c'est moi qui le dis, que mes désirs ne sont pas des réalités. Mais ça, nous, en tant qu'à l'université, ici ou ailleurs, etc., moi je trouve qu'on ne fait pas assez attention à savoir comment les étudiants intériorisent ces connaissances.
Alors que, si j'ai bien compris, et le peu, et je demande à comprendre encore mieux, c'est par là qu'ils commencent. C'est de ça dont il s'agit. Puisqu'ils vont passer, pour certains d'entre eux, ils vont passer 18 ans dans l'obscurité pour ne pas être distraits par la lumière. Hein, pour buriner. Voilà. Et c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment différent. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'ils amènent des connaissances. Okay, et ça se rejoint avec d'autres connaissances de scientifiques clairs. Mais on n'est pas dans l'histoire de Galilée, de Ptolémée, etc. C'est pas ça dont il se passe. Ils s'y sont pris différemment. Ils ne sont pas contentés de rester à examiner leur environnement. Ils sont montés au niveau universel, dans toutes les strates, du micro au global. Mais ils ont la vie au milieu. C'est ça qu'ils ont mis dans leur connaissance, tout le temps. C'est bien. Merci pour ce moment passionnant. Est-ce que je voulais effectivement... Oui, alors effectivement, je vous laisse aussi oui, c'est très abonder. Court. En fait, pour moi, ce qui est très important, c'est d'opérer un changement d'état d'esprit pour pouvoir aller et continuer cette rencontre. Parce que je pense que c'est ça le plus important. Il faut continuer cette rencontre, coûte que coûte, parce que nous allons trouver les solutions ensemble. Voilà, merci. Je voulais très précisément justement poser la question à Geneviève Morand de c'est quoi la suite maintenant de cette aventure ? Comment allez-vous poursuivre le dialogue avec les scientifiques, les autorités, le public, les médias ? Merci beaucoup. Je crois que Béatrice vient de dire quelque chose de fondamental, c'est-à-dire ensemble. Et moi, je suis très émue par cette conférence de presse à 5 voix, parce qu'il faut vraiment se mettre ensemble. Donc c'est en allant sillonner la Suisse romande, en Valais, dans le canton de Vaud, Genève et ailleurs, même si on est invité en France voisine, on ira, qu'on va pouvoir commencer ce dialogue, et là, de ce dialogue va émerger quelque chose. Et les Kogi nous ont dit, faites ensemble. C'est pas un jour, quelqu'un va se réveiller puis va dire, j'ai tout compris, les autres n'ont rien compris, moi je sais déjà, etc. Non, c'est pas comme ça. Ils nous ont dit, attention, pas de kogisme. Vous ne pouvez pas utiliser nos mots, vous devez trouver votre propre tradition, elle est celte. Vous devez vous reconnecter à vos ancêtres celtes. Alors, nos projets, c'est vraiment pas à pas, en toute humilité, d'aller à la rencontre de tout le monde, de tous les gens qui vont nous inviter, donc parlez-en autour de vous. Sur le site, il est extrêmement documenté. Vous avez les actes du colloque, vous avez énormément de choses, beaucoup de conférences, de liens. Il y a bien sûr aussi le site de Chenduku à France. Très prochainement, nous continuons le travail avec les managers, c'est-à-dire on continue ce travail d'aller voir comment peuvent se décliner les principes du vivant en entreprise. Et pour coordonner une fondation qui est pilotée par et pour des managers, je peux vous dire que ça produit des effets fantastiques. Parce que la loi de la nature, c'est la loi du moindre effort. Vous en faites très peu d'efforts avec énormément d'impact, c'est incroyable. Si vous laissez le temps aux choses de mûrir et de se faire par elles-mêmes. C'est juste ça. Donc simplement, on peut être très impacté. Il y a eu un article, parce que Bertrand Tebet qui est là, merci Bertrand, m'a demandé un témoignage. C'était un peu surprenant, mais je me suis prêtée au jeu. Je suis désolée, mais j'avais mis les noms de tout le monde, des parrains, puisque Michel Léonard est parrain, des scientifiques, mais ils ont tout enlevé. C'est un témoignage personnel. Mais en partant, vous pouvez prendre le journal des bains, c'est le 2e article du 2e cahier, et puis surtout intégrer ces principes. On a mis aussi sur le site une chose, il n'y a pas une semaine sans que notre association ne soit pas contactée par des gens qui veulent aller rencontrer les Kogi. Le meilleur service que vous pouvez leur rendre, c'est de ne pas y aller. Ils nous ont dit aujourd'hui que un de leurs problèmes principaux n'est pas les mines, les nouvelles exploitations, mais vraiment le tourisme sportif, culturel et spirituel. Vraiment, n'allez pas les voir. En fait, je vais vous avouer, mon fils est rentré lundi de Colombie
Et il y a été, il m'a dit, mais le tourisme fait des dégâts. Les touristes offrent des bonbons Haribo aux enfants Kogi. C'est terrible. Vous savez, ça fait 25 ans que je travaille aux côtés d'Éric Julien. Je ne me suis jamais autorisée à leur parler en direct. Jamais. Parce que on ne peut pas. Et quand j'essayais d'expliquer aux journalistes, parce qu'on a eu, vous pouvez découvrir la couverture de presse du diagnostic sur le site, c'est extraordinaire. Il y a des reportages de Léman Bleu, de Canal 9, extraordinaires. Mais ils voulaient tous tendre leur micro. Puis j'ai dit, mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut s'écouter d'abord et puis prendre le temps, faire le temps d'enlever toutes nos mauvaises pensées, nos sentiments de ne pas être connus, de ne pas... Vous voyez, toutes ces choses qui nous embrouillent. Il faut d'abord faire le travail avant de pouvoir pénétrer sur leur territoire. C'est un long processus, donc vraiment de ne pas y aller. Maintenant, on a d'autres projets. On a un projet qui nous tient à cœur. Vous savez que les Kogi ont rencontré le maire de Genève, Alfonso Gomez, qui veut absolument poursuivre son soutien qu'ils avaient accordé à Jean-Jacques Liègue et qu'ils nous transmettent également. Et le but, c'est vraiment d'acheter une terre qui pourrait même s'appeler Genève en Colombie, où on pourrait régénérer un territoire et l'observer. C'est-à-dire vraiment, là, on a cheminé avec les Kogi au fil du Rhône. Là, maintenant, ça serait de travailler avec eux sur un projet où la délégation scientifique en face de vous pourrait aller en Colombie pour faire le travail avec eux et voir comment concrètement ils travaillent. Ça, c'est un de nos vols les plus chers. Donc ça nous nécessite, en tant qu'association, d'être extrêmement bien structurés, ce qui est le cas. On a vraiment des gens extraordinaires dans le comité et je pense qu'on va pouvoir passer cette étape et c'est très exigeant. La deuxième chose, c'est de créer aussi, une troisième ou quatrième, il y a la tournée de conférences, il y a le travail avec les managers, il y a le terrain en Colombie, il y a créer une ambassade du vivant à Genève parce qu'on peut expérimenter la pensée Kogi juste en se mettant en cercle et en échangeant. Là, déjà, on peut faire énormément de choses. Voilà, j'oublie peut-être quelque chose, mais tout est sur notre site, nos principaux projets. Je signale aussi que vous avez été accompagné par un fantastique photographe, un des meilleurs photographes de Suisse contemporain qui s'appelle Zalmay Hahad. Et sur le site, on voit nombreuses de ses photos et notamment une de ces fantastiques photos qui a été reproduite dans... Je me permets effectivement de le mentionner parce que bravo à Chendukwa, bravo à vous de vous entourer, je dirais, de personnalités aussi fantastiques, aussi riches, aussi impliquées. Donc voilà, c'est le message du club de Suisse de la presse. Revenez nous présenter l'ambassade du vivant, bravo. Et puis évidemment, c'est un message auquel nous sommes également très sensibles. Et les 3 prochains films, bien sûr, qui seront Saint-Maurice, la cathédrale de Lausanne, la Jonction, et puis peut-être on aura des bonus. Je vous invite à poursuivre le dialogue autour d'un verre et de quelques petites gourmandises d'apéritif. Merci Madame, Monsieur en ligne pour votre attention et puis merci pour votre présence ce soir. Merci infiniment à Chendukwa Suisse. Voilà.